Tu crois que ton intelligence te sauvera, qu'elle te protégera, qu'elle te donnera enfin ce que tu mérites, mais elle est en train de te tuer à petit feu. Plus tu comprends le monde, plus tu te retrouves seul dans ton lit à fixer le plafond à 3 heures du matin en te demandant pourquoi celui ou celle qui dort à côté de quelqu'un d'autre n'est pas toi. Voici le mensonge qu'on t'a vendu depuis l'enfance. Les gens intelligents réussissent mieux dans la vie. C'est faux, particulièrement en amour. En réalité, ton QI élevé est devenu ta prison émotionnelle. Ta capacité d'analyse s'est transformée en arme d'autodestruction massive. Tu vois, pendant que les autres tombent amoureux, toi tu décortiques. Pendant qu'ils ressentent, toi tu analyses. Pendant qu'ils se donnent, toi tu calcules les risques. Tu as transformé l'amour en équation, et les équations ne savent pas embrasser. As-tu déjà remarqué? Dans tes relations passées, tu étais toujours celui qui comprenait trop, celui qui anticipait les problèmes avant qu'ils arrivent, celui qui lisait entre les lignes des messages WhatsApp comme un détective privé analysant des preuves. Tu savais déjà comment ça allait finir, avant même que ça commence vraiment. Et maintenant, tu te retrouves expert en théorie de l'attachement, en psychologie relationnelle, en patterns comportementaux, mais incapable de dire « je t'aime » sans que ta voix tremble de peur. Ton intelligence est devenue ta malédiction. Elle t'a appris à questionner chaque geste, chaque mot, chaque silence. Elle t'a enseigné la méfiance là où il fallait l'abandon. Elle t'a donné des mots pour expliquer l'amour, mais t'a volé la capacité de le vivre. Car voici la vérité que personne n'ose dire, l'amour véritable exige une forme d'imbécilité sacrée, une capacité à fermer les yeux, à faire taire le mental, à plonger sans filet. Et toi, tu ne sais que calculer la hauteur de la chute. Tu n'es pas défaillant, tu n'es pas cassé, tu es juste devenu trop intelligent pour ton propre bien. Ton cerveau s'est transformé en garde du corps surprotecteur qui te défend contre le seul danger qui vaille la peine d'être vécu, celui d'aimer sans condition. Cette nuit, pendant que tu lis ces mots, quelqu'un quelque part s'endort dans les bras de la personne qu'il aime. Pas parce qu'il a trouvé la personne parfaite, pas parce qu'il a résolu tous les problèmes relationnels, simplement parce qu'il a eu le courage d'être idiot. Et toi, tu continues à chercher la logique dans un univers qui n'en a pas. Si cette réflexion résonne déjà en toi, pense à t'abonner maintenant. C'est un geste simple, mais qui nous permet d'aller plus loin ensemble. Nietzsche l'avait prévu. Dans Humain, trop humain, il écrivait « Plus on devient intelligent, plus on découvre d'hommes originaux. Les gens ordinaires ne voient pas de différence entre les hommes. » Tu vois le problème? Plus tu deviens intelligent, plus tu deviens seul. Car l'intelligence moderne n'est pas celle des sages antiques. Elle n'est pas cette Sophia grecque qui menait à la sérénité. Non, ton intelligence est cartésienne, analytique, disséquante. Elle découpe le réel en morceaux pour mieux le comprendre, mais elle oublie de le recoller après. En amour, cette intelligence devient pathologique. Tu transformes chaque relation en laboratoire d'expérimentation sociale. Tu observes, tu notes, tu archives. Tu deviens anthropologue de tes propres sentiments. Et pendant que tu étudies l'amour, l'amour s'échappe par la fenêtre. Kierkegaard parlait de l'angoisse du possible. Plus tu peux imaginer de scénarios, plus tu angoisses. Et ton cerveau, il est une machine à scénarios. Quand elle te dit « à bientôt », tu calcules déjà 47 interprétations possibles. Quand elle ne répond pas en 10 minutes, tu échafaudes des théories conspirationnistes dignes du FBI. Ton intelligence t'a appris que chaque effet a une cause, que chaque comportement cache une motivation, que chaque silence signifie quelque chose. Alors tu cherches, tu creuses, tu analyses. Tu becomes un détective de l'amour qui finit par tuer le mystère qui rendait cet amour vivant. Les philosophes existentialistes l'ont dit, l'enfer, c'est les autres. Mais pour toi, l'enfer, c'est ton propre mental. Cette voix intérieure qui commente, critique, compare, calcule. Cette voix qui transforme chaque « je t'aime » en question rhétorique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là exactement? Tu es devenu prisonnier de ta propre lucidité. Tu vois trop clairement les mécanismes de séduction, les jeux de pouvoir, les patterns de dépendance. Tu décortiques l'amour comme un horloger démonte une montre, et tu t'étonnes qu'elle ne marque plus l'heure. La tragédie de l'intelligence amoureuse, c'est qu'elle cherche la vérité dans un domaine où la vérité tue la magie.
car l'amour n'est pas vrai, il n'est pas logique, il n'est pas rationnel. L'amour est une belle illusion partagée, une folie à deux, un mensonge délicieux qu'on choisit de croire ensemble. Mais toi, tu ne sais plus mentir, tu ne sais plus faire semblant, tu ne sais plus jouer le jeu. Ton intelligence t'a rendu trop honnête pour l'amour et trop cynique pour le bonheur. Alors tu restes là, dans ta tour d'ivoire intellectuelle, à regarder les autres danser une danse que tu comprends trop bien pour y participer. 1936. Stefan Zweig, l'un des esprits les plus brillants de son époque, se trouve face à un dilemme. Écrivain de génie, psychologue des âmes, traducteur de Freud et incapable de sauver son propre mariage. Sa femme Friederike le quitte. Pas parce qu'il n'est pas assez bien, pas parce qu'il manque d'argent ou de statut. Elle le quitte parce qu'il pense trop. Parce qu'il analyse chacun de ses gestes, chaque inflexion de sa voix, chaque micro-expression de son visage. Zweig écrit dans son journal « Je connais trop bien les mécanismes de l'âme humaine pour pouvoir encore m'y abandonner innocemment. » Tu comprends ? Cet homme qui pouvait décrypter l'inconscient de ses personnages, qui comprenait les ressorts secrets de la passion, ne pouvait plus simplement aimer sa femme. Il était devenu trop intelligent pour l'intimité. Friederike témoignera plus tard « Vivre avec Stéphane, c'était comme être constamment analysé par un psychiatre bienveillant. Il comprenait tout, sauf comment arrêter de comprendre. » Voici l'erreur collective qu'on refuse de voir. On croit que l'intelligence émotionnelle consiste à mieux comprendre les émotions. Faux. L'intelligence émotionnelle, c'est savoir quand arrêter de les comprendre. C'est accepter de se perdre dans l'autre sans GPS mental. Zweig rencontrera plus tard Lotte Altmann, jeune, simple, spontanée. Avec elle, il tente de redevenir idiot, de fermer ses livres de psychologie, d'arrêter d'analyser. Pendant quelques mois, il y arrive. Il redécouvre la joie d'être surpris par quelqu'un, l'extase de ne pas tout prévoir. Mais l'habitude mentale reprend le dessus. Ils commencent à observer leurs relations comme un entomologiste observe des insectes. Il note les patterns, analyse les cycles, prédit les crises. Et évidemment, ces prédictions se réalisent, prophétie autoréalisatrice. En 1942, Zweig et Lotte se suicident ensemble au Brésil. Dans sa dernière lettre, il écrit « Je salue tous mes amis, puisqu'ils voient encore l'aurore après la longue nuit. Moi, je suis trop impatient, je pars avant eux. » Impatient? Non. Fatigué. Fatigué d'être trop lucide dans un monde qui demande parfois de fermer les yeux. L'histoire de Zweig est celle de millions d'hommes et de femmes intelligents aujourd'hui. Ils savaient tout sur l'amour, sauf comment l'abandonner à l'amour. Ils ont lu tous les livres de développement personnel, mais ont oublié le livre de leur cœur. Tu n'es pas Stefan Zweig, pas encore. Mais chaque nuit où tu analyses au lieu d'embrasser, tu marches sur ses traces. Elle s'appelle Marie, 28 ans, doctorante en neurosciences, QI de 140. 3 relations ratées cette année. Marie connaît par cœur la théorie de l'attachement de Bowlby. Elle peut expliquer les mécanismes neurologiques de l'attirance. Elle sait que l'ocytocine crée des liens, que la dopamine génère l'excitation, que la sérotonine stabilise l'humeur. Mais quand Thomas lui prend la main au cinéma, elle ne sent pas la magie, elle sent l'ocytocine. Quand il lui dit « tu es belle », elle n'entend pas un compliment, elle entend une stratégie de renforcement positif typique de la phase de séduction selon les modèles comportementalistes qu'elle étudie. Quand il ne répond pas à son message pendant 2 heures, elle ne ressent pas l'impatience amoureuse. Elle identifie un pattern d'intermittent reinforcement qui va créer de la dépendance. Et elle refuse de tomber dans le panneau. Marie a transformé sa vie amoureuse en case study. Elle prend des notes mentales sur chaque interaction. Elle compare ses relations à des études statistiques. Elle prédit les ruptures avec la précision d'un algorithme. Et effectivement, elle a toujours raison. Thomas la quitte au bout de 3 mois. « Tu es incroyable, Marie, mais j'ai l'impression de sortir avec Siri. Tu as une réponse logique à tout, sauf au mystère d'être simplement toi. » Reconnais-tu, Marie, cette tendance à intellectualiser chaque émotion au moment même où tu la ressens, cette incapacité à fermer ton cerveau et ouvrir ton cœur? Notre société nous a convaincus que la connaissance de soi était la clé du bonheur, que comprendre nos mécanismes psychologiques nous libérerait. Mais c'est faux. Parfois, la connaissance de soi devient une prison dorée.
Marie sait exactement pourquoi elle sabote ses relations. Elle connaît ses triggers, ses patterns, ses mécanismes de défense. Elle a cartographié son inconscient comme un territoire conquis. Mais toute cette connaissance la paralyse au lieu de la libérer. Car voici le paradoxe. Plus tu comprends l'amour, moins tu le vis. Plus tu analyses tes sentiments, moins tu les ressens. Plus tu décortiques l'intimité, plus elle s'évapore entre tes doigts. Marie n'est pas un cas isolé. Elle représente toute une génération d'hyperconnectés, d'hyper-informés, d'hyper-conscients et d'hyper-seuls. Vous avez accès à tous les livres sur l'amour, toutes les études psychologiques, toutes les théories relationnelles. Vous savez tout et vous ne savez plus rien. Car l'amour ne se comprend pas, il se vit. Il ne s'analyse pas, il s'abandonne. Il ne se contrôle pas, il se laisse surprendre. Mais toi, Marie, nous tous, on a peur de la surprise. On préfère la sécurité de l'analyse à l'insécurité de l'amour. Voici ce qui se passe dans ton cerveau quand tu tombes amoureux. Ton cortex préfrontal, siège de la logique, devrait normalement s'éteindre partiellement. C'est un processus neurologique normal. L'amour naissant désactive temporairement ton centre d'analyse critique pour laisser place à l'attachement émotionnel. Mais toi, ton cortex préfrontal refuse de lâcher prise. Il reste en hypervigilance, comme un garde du corps paranoïaque qui ne fait jamais de pause. Résultat, tu vis l'amour avec le frein à main tiré. Tu veux accélérer, mais une partie de toi résiste en permanence. Les neuroscientifiques appellent ça l'hyperactivation du système de surveillance. Ton cerveau intelligent a développé un système d'alerte si sophistiqué qu'il sonne même quand il n'y a pas de danger. T'es devenu allergique à ta propre vulnérabilité. Chaque « je t'aime » déclenche une cascade d'analyse. Ton hippocampe fouille dans tes souvenirs pour trouver des précédents. Ton amygdale scanne les menaces potentielles. Ton lobe frontal calcule les probabilités d'échec. Et pendant que ton cerveau organise ce grand conseil de guerre neurologique, ton cœur bat la chamade dans le vide. Tu as développé ce que les psychologues appellent l'intellectualisation défensive. Face à une émotion trop intense, tu la transformes immédiatement en concept. Tu ne sens plus la jalousie, tu identifies un pattern d'insécurité attachmentale. Tu ne vis plus la passion, tu observes une réactivation de tes schémas de dépendance affective. Cet mécanisme était censé te protéger. Dans ton enfance, peut-être que comprendre les adultes autour de toi était une question de survie émotionnelle. Analyser les humeurs, prévoir les conflits, anticiper les abandons, ton intelligence s'est développée comme un mécanisme de défense. Mais aujourd'hui, cette armure est devenue trop lourde. Tu ne peux plus l'enlever, elle s'est soudée à ta peau. Ton système nerveux est coincé en mode Threat Detection. Il analyse chaque geste de l'autre comme un indice potentiel de danger. Un silence de 5 secondes devient un signal d'alarme. Un changement de ton active ton système de surveillance. Résultat, tu vis l'amour comme un agent secret en mission. Toujours vigilant, jamais détendu. Toujours en train d'observer, jamais en train d'être. Et le plus cruel, plus tu es intelligent, plus ce mécanisme est sophistiqué. Ton cerveau développe des stratégies d'analyse de plus en plus complexes. Il devient virtuose dans l'art de transformer l'amour en algorithme. Tu n'es pas défaillant, ton cerveau fait exactement ce pourquoi il a été programmé, te protéger. Mais il ne sait pas faire la différence entre un danger réel et la vulnérabilité nécessaire à l'amour. Ton intelligence est devenue ton système immunitaire émotionnel. Elle rejette l'amour comme un virus, alors que c'est exactement le virus dont tu as besoin pour guérir. Regarde autour de toi. Une génération entière d'esprits brillants qui swipent sur Tinder comme des machines à analyser des profils. Ils lisent les bios comme des CV. Ils calculent la compatibilité selon des algorithmes mentaux. Ils optimisent leurs premières rencontres comme des entretiens d'embauche. L'amour est devenu un processus de sélection darwinienne conscientisée. Sur les forums Reddit, ils décortiquent chaque message reçu comme des analystes en géopolitique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a mis 2 points d'interrogation au lieu d'un? Pourquoi il a utilisé cet emoji plutôt que celui-là? Des milliers d'esprits brillants transformés en détectives de l'amour moderne. Les applications de rencontres exploitent cette tendance. Elles gamifient l'amour, le transforment en data, en métriques, en probabilité de match. Et nous, on trouve ça normal. On se félicite même d'être intelligent dans notre approche de l'amour. Résultat, on a créé une société de célibataires surdiplômés qui comprennent parfaitement les mécanismes de l'attraction, mais ne savent plus comment être attirés naturellement.
Les librairies débordent de livres sur l'art de séduire intelligemment, la psychologie de l'attraction, les neurosciences de l'amour. Jamais une génération n'a été aussi informée sur l'amour et aussi déconnectée de lui. Dans les universités, les étudiants les plus brillants organisent des dating workshops où ils appliquent des méthodes scientifiques à leurs relations. Ils font des A/B tests sur leurs techniques de drague. Ils analysent leurs échecs amoureux comme des business cases. Les réseaux sociaux amplifient le phénomène. Chaque relation devient un objet d'analyse collective. Les stories Instagram sont disséquées comme des indices criminels. Les statuts Facebook deviennent des énigmes à résoudre. Cette intellectualisation massive de l'amour crée une génération d'experts théoriques et d'analphabètes émotionnels. Ils peuvent expliquer pourquoi une relation ne marche pas, mais ne savent plus comment en faire une. Et le plus pervers, plus ils échouent, plus ils étudient. Plus ils étudient, plus ils s'éloignent de l'expérience brute de l'amour. Ils entrent dans une spirale d'intellectualisation qui les mène toujours plus loin de ce qu'ils cherchent. La société valorise cette approche. Sois intelligent en amour, ne fais pas d'erreur, analyse avant d'agir. Mais l'amour naît précisément de l'erreur, de l'imprévu, de l'abandon du contrôle. Nous avons créé une culture de l'amour sans risque, de la passion sans surprise, de l'intimité sans vulnérabilité. Et nous nous étonnons que personne ne tombe plus vraiment amoureux. L'intelligence collective a tué l'intelligence du cœur. Nous savons tout sur l'amour, sauf comment nous y perdre. Et toi, tu fais partie de cette masse brillante et solitaire qui analyse au lieu d'aimer. Voici ta blessure invisible. Tu as perdu la capacité d'être surpris par l'amour. Chaque nouvelle rencontre, tu la décodes en temps réel. Tu identifies son type d'attachement dans les 10 premières minutes. Tu prédis ses réactions, ses blocages, ses mécanismes de défense. Tu deviens Sherlock Holmes de l'intimité et tu tues le mystère qui rendait l'autre désirable. Tu ne tombes plus amoureux, tu développes des sentiments. Tu ne ressens plus le coup de foudre, tu identifies une compatibilité émotionnelle. Tu ne vis plus la passion, tu expérimentes une activation neurochimique. Ton vocabulaire émotionnel s'est aseptisé. Tu parles de tes relations comme un médecin parle de symptômes, cliniques, détachés, sûrs. Et au fond, tu souffres d'une nostalgie que tu n'oses pas nommer, celle du temps où tu ne savais pas, du temps où un sourire pouvait te bouleverser pendant des heures sans que tu comprennes pourquoi, du temps où l'amour était un mystère, pas un mécanisme. Tu te souviens de ces moments où ton cœur battait sans raison apparente, où tu pouvais passer des heures à analyser un regard, une phrase, un geste, non pas pour le comprendre, mais pour le savourer. L'analyse était au service de l'émotion, pas l'inverse. Maintenant, tu as inversé l'équation. L'émotion est au service de l'analyse. Tu ne ressens que pour confirmer tes théories. Tu n'aimes que pour valider tes hypothèses sur l'amour. Tu es devenu un anthropologue de tes propres sentiments. Tu t'observes aimer comme un scientifique observe une expérience, à distance, avec détachement, en prenant des notes. Et cette distance te tue à petit feu. Car voici la vérité que tu refuses de voir. Tu n'as pas peur d'aimer mal, tu as peur d'aimer bien. Tu as peur de cet abandon total qui ferait de toi quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu ne contrôles pas, quelqu'un que tu ne comprends pas. Tu as transformé ton intelligence en bunker émotionnel, un endroit sûr où tu peux observer l'amour sans jamais y participer vraiment. Tu es devenu touriste de ta propre vie amoureuse. Et la solitude qui en résulte, cette solitude n'est pas celle de l'abandon, c'est pire, c'est la solitude du témoin. Tu assistes à ta propre vie sans jamais la vivre. Tu regardes les autres danser sans jamais quitter ta chaise d'observateur. Ton intelligence était censée te donner plus de choix. À la place, elle t'a paralysé. Elle t'a donné trop d'options, trop de scénarios, trop de possibilités. Face à l'infini des probabilités, tu as choisi la sécurité du néant. Tu ne hais pas ta solitude, tu hais ta lucidité. Cette lucidité qui éclaire trop crûment l'amour pour qu'il reste magique. Et maintenant, tu ne sais plus comment éteindre la lumière. La résistance commence par un acte de courage radical. Accepter d'être idiot. Pas stupide, idiot. Il y a une différence. La stupidité ignore. L'idiotie choisit de ne pas savoir. La stupidité subit. L'idiotie s'abandonne consciemment. Voici ton premier exercice de résistance.
La prochaine fois que tu sens l'analyse démarrer, pose-toi une question différente. Au lieu de « qu'est-ce que ça veut dire ?», demande-toi « qu'est-ce que ça me fait ?» Remplace « pourquoi fait-il ça ?» par « comment je me sens quand il fait ça ?» Change « qu'est-ce qui va se passer ?» en « qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe ?» Tu vas résister. Ton cerveau va protester. Il est habitué à être le chef d'orchestre de ta vie émotionnelle. Lui demander de devenir simple musicien, c'est une révolution interne. Développe ce que j'appelle la pratique de l'incompréhension volontaire. Quand quelqu'un te plaît, autorise-toi à ne pas comprendre pourquoi. Reste dans cette zone d'incertitude délicieuse où l'autre reste mystérieux. Cultive l'art de la question ouverte. Au lieu de « je vois que tu fais ça parce que tu ressens ça », essaie « comment tu vis ça ». Laisse l'autre se révéler au lieu de le deviner. Apprends à reconnaître tes micro-analyses, ces petits moments où tu interprètes un geste, une intonation, un silence. Dès que tu les identifies, arrête-toi, respire, reviens à la sensation brute. Pratique ce que les mystiques appellent la docte-ignorance, cette sagesse qui consiste à savoir qu'on ne sait pas. En amour, c'est révolutionnaire. Dire « je ne te comprends pas et j'aimerais apprendre » au lieu de « je t'ai cerné ». Développe ta tolérance à l'ambiguïté. L'amour vit dans l'entre-deux, dans le flou, dans l'incertain. Ton intelligence veut des réponses claires, mais l'amour n'en a pas. Apprendre à aimer l'incertitude, c'est apprendre à aimer l'amour. Entraîne-toi au silence mental. Pas la méditation compliquée, juste fermer le commentaire intérieur pendant que tu es avec quelqu'un. Écouter sans interpréter, regarder sans analyser, être présent sans comprendre. Réapprends l'art de la surprise. Laisse l'autre te surprendre. Laisse-toi surprendre par tes propres réactions. L'intelligence tue la surprise parce qu'elle anticipe tout. Redevenir surprenant, c'est redevenir vivant. Et surtout, pardonne-toi tes rechutes. Tu vas réanalyser, tu vas recommencer à décortiquer. C'est normal. L'intelligence est une addiction. Comme toute addiction, la guérison demande du temps, de la patience, de la compassion envers soi-même. La résistance n'est pas de devenir moins intelligent. C'est d'apprendre à utiliser ton intelligence autrement. Pas pour contrôler l'amour, mais pour créer l'espace nécessaire à son épanouissement. Ton cerveau peut devenir l'allié de ton cœur, mais il faut d'abord qu'il accepte de ne plus être le patron. Imagine une société où l'on enseignerait l'art de ne pas savoir dès l'école primaire, où les enfants apprendraient qu'il y a des questions plus importantes que les réponses, où on leur enseignerait que l'émerveillement vaut tous les savoirs du monde, où l'intelligence servirait à protéger le mystère, pas à le détruire. Imagine des universités qui proposeraient des cours de désapprentissage émotionnel, où les étudiants les plus brillants viendraient apprendre à oublier ce qu'ils savent sur l'amour pour pouvoir enfin le vivre. Des ateliers de stupidité volontaire, où l'on s'entraînerait à fermer son cerveau analytique. Des masterclass de vulnérabilité intelligente, où l'on apprendrait que la vraie force intellectuelle consiste parfois à accepter sa faiblesse émotionnelle. Imagine des applications de rencontres qui cacheraient les informations au lieu de les révéler, qui forceraient les gens à se découvrir progressivement, naturellement, humainement, qui gamifieraient le mystère plutôt que la transparence. Des réseaux sociaux qui encourageraient l'intimité plutôt que l'exhibition, qui récompenseraient la profondeur plutôt que la performance, qui protégeraient l'ambiguïté plutôt que de forcer la clarification. Imagine une culture qui valoriserait l'intelligence émotionnelle vraie, celle qui sait quand ne pas comprendre, qui célébrerait ceux qui ont le courage de rester dans l'incertitude plutôt que ceux qui ont l'illusion du contrôle. Des entreprises qui reconnaîtraient que leurs employés les plus brillants sont aussi les plus fragiles émotionnellement, qui créeraient des espaces pour cultiver l'humanité plutôt que seulement la productivité. Des thérapies qui n'expliqueraient pas tout, qui laisseraient de la place au mystère personnel, qui apprendraient aux gens à vivre avec leurs contradictions plutôt qu'à les résoudre. Imagine des livres de développement personnel qui conseilleraient de moins se développer et de plus s'accepter. Des gourous qui enseigneraient l'art de ne pas avoir de méthode. Des coachs qui apprendraient à leurs clients à se passer de coach.
Une nouvelle masculinité qui autoriserait les hommes intelligents à être perdus, confus, vulnérables. Une nouvelle féminité qui permettrait aux femmes brillantes d'être irrationnelles, imprévisibles, mystérieuses. Des communautés de brillants idiots qui se retrouveraient pour cultiver ensemble leur capacité d'émerveillement, qui partageraient leurs échecs amoureux non pas pour les analyser, mais pour en rire et s'en inspirer. Cette révolution ne viendra pas des institutions. Elle commence par toi, ici, maintenant. Chaque fois que tu choisis le mystère plutôt que l'explication. Chaque fois que tu préfères ressentir plutôt que comprendre. Chaque fois que tu acceptes d'être un brillant idiot plutôt qu'un génie solitaire. Car voici le secret. Le monde a assez d'experts en amour. Il manque d'amoureux experts en rien du tout. Il est 3h27 du matin. Tu es allongé dans ton lit, les yeux grands ouverts, et pour la première fois depuis longtemps, tu ne cherches pas à comprendre pourquoi tu ne dors pas. Tu laisses juste cette insomnie être là, cette solitude être là, cette question sans réponse qui flotte dans ta poitrine, et si j'arrêtais de tout analyser? Car voici l'épiphanie finale, celle qui change tout. Ton intelligence n'est pas ton ennemi. Elle n'est pas ce qui t'empêche d'aimer. Elle est juste mal orientée. Pendant des années, tu as utilisé ton brillant cerveau pour disséquer l'amour comme un entomologiste épingle des papillons. Tu as transformé ta capacité d'analyse en scalpel émotionnel. Tu as fait de ton don un poison. Mais ce même cerveau pourrait servir à autre chose. Il pourrait protéger tes émotions au lieu de les détruire. Il pourrait créer de l'espace pour l'irrationnel au lieu de le combattre. Il pourrait devenir le gardien de ton mystère personnel plutôt que son fossoyeur. Imagine ton intelligence comme un projecteur. Jusqu'ici, tu l'as braqué sur l'amour comme un interrogatoire de police. Lumière crue, question directe, vérité à nu. Et tu t'étonnes que l'amour se soit enfui en courant? Et si tu apprenais à utiliser ce même projecteur autrement, comme un éclairage de théâtre, tamisé, suggestif, qui révèle juste assez pour laisser place à l'imagination, qui illumine la beauté sans dévoiler tous les mécanismes. Ton intelligence peut devenir poétique. Elle peut t'apprendre à danser avec l'incompréhensible au lieu de le combattre. Elle peut protéger la magie au lieu de la détruire. Ce soir, quand tu fermeras enfin les yeux, essaie ceci. Au lieu d'analyser pourquoi tu es seul, demande-toi qui tu pourrais devenir si tu acceptais de ne pas tout contrôler. Au lieu de calculer tes chances en amour, imagine qui tu serais si tu laisses l'amour calculer avec toi. Au lieu de chercher à comprendre pourquoi tes relations échouent, visualise qui tu pourrais être dans une relation où l'échec n'est plus une obsession. Car voici la vérité ultime. Tu n'es pas trop intelligent pour l'amour. Tu es juste intelligent dans la mauvaise direction. L'amour n'attend pas que tu deviennes moins brillant. Il attend que tu brilles autrement. Que ton intelligence illumine la tendresse au lieu de la disséquer. Qu'elle protège la vulnérabilité au lieu de la fuir. Qu'elle serve l'abandon au lieu de le contrôler. Tu peux rester exactement aussi intelligent et devenir enfin amoureux. La révolution n'est pas dans ton QI, elle est dans l'usage que tu en fais. Cette nuit peut être le début de tout, le moment où le plus intelligent d'entre nous choisit enfin d'être idiot. Si tu as ressenti quelque chose à travers ces mots, abonne-toi et partage cette vidéo. Ensemble, nous pouvons réveiller plus de conscience.